Souvenez-vous, on l'a vu lors de l'épisode précédent, pour certains, représenter Adam et Ève avec un nombril, c'était du mensonge, c'était de la propagation de fake news. Cette fois-ci, et toujours en explorant la collection des musées royaux des beaux-arts de Belgique, nous allons observer les fake news dans l'art comme outil de propagande, et toujours avec un petit regard vis-à-vis de l'actualité. L'art, c'est le premier média de la propagande. Le but est de servir une idéologie et à travers les images, faire en sorte qu'un public y adhère. Il faut créer une cohésion. Et dans des périodes où l'illettrisme était majoritaire, l'image, c'est bien pratique. Par ailleurs, le terme propagande n'a pas toujours eu une connotation péjorative. Il signifie propager, mais certes, avec persuasion. Certains disent même que la publicité, c'est de la propagande. Mais c'est surtout au cours du XXe siècle, au fil des guerres et des révolutions, que le terme propagande s'est gonflé de négativité. Il s'agit là de diaboliser l'ennemi ou d'attiser la haine sur une catégorie précise d'individus. Aujourd'hui, les œuvres que nous allons voir traitent plutôt de la glorification. Par exemple, le triomphe de la foi catholique est une œuvre de propagande religieuse. Peter Paul Rubens l'a peinte au XVIIe siècle. En fait, il s'agit ici d'une esquisse pour un projet de grande tapisserie. Nous sommes dans un contexte de contre-réforme. L'Église catholique a un besoin de rasseoir son pouvoir ébranlé par la réforme protestante et les guerres de religion. Pour l'Église catholique, le but est évidemment de faire régresser, voire de faire disparaître, la pratique du protestantisme. La propagande bat son plein. Et donc, qui de mieux que Rubens et l'art baroque pour redorer le blason de l'Église catholique? Le catholicisme a besoin de nouveaux outils pour se renouveler, et l'architecture et l'art en font partie. En architecture, des églises sont bâties dans le style baroque, grandiose et opulente. Il faut réattirer les fidèles. En art, c'est pareil. L'œuvre de Rubens montre une procession guidée par la foi catholique incarnée par la Vierge Marie. On observe les éléments principaux de l'Eucharistie, l'hostie et le calice. Derrière le char, on retrouve des personnages qui représentent les allégories de la science, de la philosophie, de la poésie et de la nature. Il y a une sensation de mouvement. Tous suivent la même direction, la seule possible. On y rajoute une bonne ribambelle de chérubins et le tout est théâtral. Aussi, observez ce rendu de l'espace. Cette architecture, cette perspective, c'est un trompe-l'œil. C'est un peu les effets spéciaux du baroque. Mais ça sera le sujet du prochain épisode. Pas de spoil. Vous le comprenez, l'idée est de présenter le catholicisme comme phare de l'humanité. Et qui en guide toutes ces disciplines, même la science. Et la religion comme phare de l'humanité, ça ne plaît plus beaucoup au siècle suivant. C'est le siècle des Lumières. Et on préfère que ce soit la raison, l'homme, qui soit son propre phare. Le siècle des Lumières, c'est un mouvement philosophique, littéraire et culturel qui s'étendra dans l'Europe du XVIIIe siècle. Et on entend là balayer des siècles d'obscurantisme religieux, de superstition et d'irrationalité. On veut promouvoir les connaissances, les sciences et les arts. On veut de l'esprit critique, on veut de la profusion de connaissances, on veut du vrai et non plus du fake. Globalement, au cours de ce siècle, les Lumières voient le triomphe de la raison sur la foi et la croyance. Et en France, cette période aboutit avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 avec la Révolution française. Et justement, notre prochain tableau de propagande a été peint pile poil à cette période. L'assassinat de Jean-Paul Marat est un bon cas de propagande dans l'histoire de l'art. Pour résumer dans les grandes lignes, Marat est indissociable de la Révolution française. Il est élu à la Convention nationale qui marque le début de la Première République. Marat fait partie des députés montagnards, qui sont réputés être les plus radicaux de l'Assemblée. Marat en est même l'un des chefs, aux côtés d'autres noms bien connus comme Robespierre et Danton. En opposition principale, nous retrouvons le groupe des Girondins. Marat tient un journal, l'Ami du peuple. Ce sont des pamphlets politiques très engagés, et régulièrement dans son journal, Marat appelle à l'élimination des adversaires de la Révolution. Selon lui, une purge est nécessaire.
Ces discours, Charlotte Corday en entend parler. Elle a 24 ans, elle habite la ville de Caen et elle est sympathisante des Girondins. Pour Charlotte Corday, Marat est le responsable d'un terrorisme révolutionnaire et il faut l'arrêter. Elle voyage à Paris et parvient à assassiner Marat chez lui le 13 juillet 1793. Durant son procès, Charlotte Corday déclare qu'elle avait tué un homme pour en sauver 100 000. Elle sera guillotinée. Le tableau « La mort de Marat » du peintre Jacques-Louis David est une œuvre de propagande. Le peintre était ami avec Marat et lui aussi député montagnard. Sans surprise, Marat est représenté ici comme un martyr de la Révolution. David se tient au réalisme de l'événement. Et oui, Marat a été assassiné dans sa baignoire. En fait, il souffrait d'une grave maladie de la peau et il prenait des bains curatifs pour calmer ses douleurs. Même chose avec le chiffon sur sa tête qui était imbibé de vinaigre. On a cette plaque qu'il avait installée par-dessus sa baignoire. Ainsi, il pouvait continuer à écrire ses missives accusatrices. On observe ici sa blessure et l'arme du crime ensanglantée. Mais il s'agit aussi d'une représentation idéalisée et tout est mis en scène. David utilise les caractéristiques du néoclassicisme dans le but d'élever Marat en héros de l'histoire contemporaine. Déjà par la composition et par l'éclairage. On lit ici « À Marat, signé David », comme une épitaphe. On voit le corps nu, héroïque et idéalisé. La mort semble douce et presque belle. Le visage de Marat est serein. On peut même y apercevoir un demi-sourire. Aucune trace de la difformité qui le rongeait à cause de la maladie. Ce traitement du corps peut nous rappeler les représentations de la déposition du Christ. Marat tient encore dans la main sa plume, son outil si puissant. À l'opposé, on retrouve le couteau, les mots plutôt que la violence. Dans son autre main, il tient la lettre de Charlotte Corday, cette lettre même qui a permis à la jeune fille de tromper Marat pour le rencontrer. On peut aussi apercevoir cette autre lettre, teintée d'humanité, sur laquelle on lit « Vous donnerez cet assignat à cette mère de 5 enfants et dont le mari est mort pour la défense de la patrie. » Pour précision, l'assignat est une monnaie fiduciaire durant la Révolution française. Dans ce tableau, tout confirme que Marat était véritablement l'ami du peuple. Or qu'il préconisait quand même d'en envoyer une bonne partie à la guillotine. D'autres tableaux sur la mort de Marat ont été réalisés. Certains mettent en scène Charlotte Corday, qui était complètement absente du tableau de David. Et Marat, cette fois, va être représenté dans une mort un peu plus tourmentée. Mais l'œuvre d'Alfred Loudet illustre bien le fait que la propagande peut se faire dans les deux sens. La peinture nommée Robespierre, Danton et Marat représente en effet les 3 grandes figures révolutionnaires montagnards. Mais le tableau a été peint en 1882, près de 90 ans après la mort des 3 individus. Les hommes sont représentés ici sous des traits hargneux. Et Marat, lui, est représenté dans un véritable épisode de démence. Nous sommes bien loin de l'idéalisation faite par David. Alfred Loudet s'accorde à peindre les 3 hommes selon d'autres représentations contemporaines de son époque, à savoir des figures qui sont devenues controversées et tenues responsables de périodes assassines comme celle de la Terreur. La réalité peut donc être travestie selon les points de vue. Le cas de Marat montre un martyr pour les uns, un monstre sanguinaire pour les autres. Et parmi ces visions totalement opposées, il est parfois difficile d'en tirer le vrai du faux, surtout pour un personnage historique. Mais évidemment, cette guerre de l'image, elle existe toujours, principalement avec les personnalités politiques. Le danger de beaucoup d'experts autoproclamés sur Internet ou sur certains plateaux de télévision, c'est qu'ils traitent d'un sujet avec un parti pris, comme les peintres que nous venons de voir. Leurs discours se transmettent en masse, et c'est ce qui crée également de grandes polarisations dans la société. Prenons un individu qui ne s'informe que via les réseaux sociaux. Il ne suit que des pages, des groupes ou des personnalités caractérisant une certaine mouvance. Par exemple, le Trumpisme. Eh bien, avec l'action des algorithmes des réseaux sociaux, tous les jours cet individu ne verra que du contenu qui viendra le caresser dans le sens du poil. Il ne verra l'actualité qu'avec les lunettes du Trumpisme. En quelque sorte, finalement, il sera pris dans un prisme de propagande. Il se confortera dans ses idées avec d'autres supporters et rejettera tout contenu qui remettra en question ses valeurs. Comme la parole des médias par exemple. Ce sera automatiquement fake news.
Ici, je parle de Trumpisme, mais c'est également vrai pour d'autres débats de société. Et l'échauffement des foules révolutionnaires, comme Marat pouvait le faire avec son journal L'Ami du Peuple, un autre individu l'a fait avec Twitter. Et on a vu récemment jusqu'où cela pouvait mener. Ça marche encore de nos jours. Et voilà pour ce deuxième épisode sur les fake news, cette fois-ci comme outil de propagande. On se retrouve dans l'épisode 3 qui sera toujours consacré aux fake news dans l'art, mais cette fois-ci comme procédé d'illusion. À suivre.